22 juillet, c'est une date symbolique. Bien sûr, on peut toujours trouver des dates symboliques qui correspondent à une date où quelque chose s'est passé, mais dans le cadre de ce que Israël a reproché à la Norvège, ça a une signification. Donc, si ce cadre-là n'existait pas, on n'en parlerait même pas de ces dates. Donc, mais comme le Norvège était souvent taxé d'antisémites et de sympathisants du terrorisme, il faut quand même signaler que le 22 juillet, donc le jour où Breivik a commis ses attentats, que le 22 juillet 1946, l'hôtel David à Jérusalem a été a sauté à cause d'un attentat à la bombe de l'Irgun, qui était une milice sioniste. Là aussi, le gouvernement, donc c'était contre les Britanniques qui avaient leur quartier général un peu dans cet hôtel. Et donc cet attentat a coûté la vie à 90 personnes. Et donc vous devez savoir que cette date-là, le 22 juillet 1946, elle est commémorée aujourd'hui en Israël comme une date à commémorer, quoi. Donc ils ont voulu forcer le départ des Britanniques de la Palestine à ce moment-là. Donc ils ont voulu forcer un changement de politique, ce qu'on pourrait aussi appliquer à la Norvège en disant ils ont voulu forcer que la Norvège tourne et change de camp. Donc ça, c'est une chose à souligner. Et là, tu as eu un double discours où l'Haganah condamnait l'attentat, mais où après, c'est devenu clair que c'est l'Haganah qui avait demandé à l'Irgun de commettre cet attentat. Donc ça, c'est historiquement établi. Donc ça, c'est une date à se souvenir. Et deuxièmement, il y a eu le 22 juillet 1973, où le 21, une équipe du Mossad a voulu assassiner le chef du Septembre Noir d'une organisation palestinienne. Là, ils se sont trompés de cible et ils ont abattu Ils ont fait une confusion et ils ont abattu un type qui servait dans un restaurant, c'était un Marocain. Mais le pire, c'est que le 22 juillet 1973, l'équipe du Mossad qui a commis cet attentat a été arrêtée. Et donc c'était un jour d'humiliation pour ce service dont on connaît les qualités. Hein. Donc voilà, ces deux dates sont à mentionner. Est-ce que c'est une revanche? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que, oui, on a voulu forcer la main aux Norvégiens pour vraiment changer, etc. Est-ce que c'est une commémoration et une vengeance de cette humiliation, etc. Tout ça n'est pas établi, c'est une piste, mais elle vaut la peine d'être creusée. Et c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus, sans dire de manière positive, oui, ça vient de là, mais non, mais c'est un fait. Donc ce sont des faits qui sont là. C'est que c'est une simple coïncidence. C'est peut-être une simple coïncidence, mais qu'il y a eu dans les écrits de Breivik cette idée qu'il y aurait un moment qui allait être proposé ou désigné pour commettre son acte. Donc là, il suggère ça dans sa propre publication. Donc le moment allait être désigné quelque part et à être fixé quelque part. Donc que ça n'est pas seulement une question d'une personne qui a décidé que ce serait ce jour-là, ça semble être évident. Maintenant, d'où ça vient, ça c'est autre chose. Mais là, il y a une piste. Et peut-être une coïncidence. Donc, ce qui s'est passé le 22 juillet 2011,
à Oslo et à l'île d'Utøya, je pense qu'il s'agit là d'un des attentats les plus meurtriers que l'Europe a connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je dois vous dire que la première chose qui m'a profondément choqué, c'est le manque de réaction. À l'encontre de la police, notamment. Oui, mais surtout au niveau des organisations démocratiques, antifascistes. Moi, je crois que si un tel événement aurait eu lieu dans les années 70-80, que vacances ou pas vacances, que l'Europe se serait mobilisée et que dans toutes les grandes villes européennes, il y aurait eu des mobilisations pour dénoncer cet attentat fasciste. Et c'est un premier constat qui m'a choqué profondément, qu'on ne vit plus dans ces temps-là. On s'est habitué d'une certaine manière à ce genre de choses. Et surtout, il y a une idéologie qui a été exprimée par cet attentat qui est, pour moi, devenue de plus en plus commun au niveau politique européen. Donc peut-être pour d'abord revenir à l'attentat. Donc Anders B. Breivik, il a d'abord fait exploser une bombe dans le quartier gouvernemental à Oslo, en tuant 8 à 10 personnes. Après, 2 heures après, il est allé à l'île d'Utøya, dans un camp du Parti travailliste norvégien. Et là, il a abattu froidement entre près de 70 personnes, 69 pour être précis. Donc, il s'agit de jeunes surtout, donc des adolescents, à partir de l'âge de 14 ans. Et donc, en tout, il a froidement abattu, personnellement, 77 personnes. Donc, on peut se demander comment un tel acte est-il possible. Et là, justement, il faut aller, pour moi, au climat politique, au cadre politique, à l'environnement politique et social qu'on vit depuis, pour moi, une dizaine d'années dans le monde occidental. Tout d'abord, je pense que dans la question de Breivik, et ça, là, je m'oppose un peu à la question diagnostic médical et analyse politique, c'est que ce qu'on a constaté immédiatement après les faits, c'est qu'on a voulu isoler Breivik comme étant un fou isolé, un cas rare, oui, un fait rare sur le continent européen. Et donc, c'est normal qu'on pense comme ça dans une société qui est individualisée à l'extrême. C'est-à-dire que ce qu'on propose aujourd'hui, c'est que tout le monde est responsable individuellement de ses actes et de ses pensées, etc. Et qu'on veut effacer l'environnement dans lequel les gens vivent, grandissent, ont des enfants, ont leur vie. Et donc, moi, je veux ramener la chose au-delà de Breivik, c'est-à-dire qu'il faut étudier le cadre dans lequel il a agi, et c'est là-dedans qu'on peut trouver les explications. Parce que même si on dit que quelqu'un est dérangé psychologiquement, qui n'est pas normal, comme on dit, ce que je vais admettre, là, l'environnement social est peut-être encore plus important, parce que là, il s'agit de comment on motive ou on incite des personnes dérangées à des actes comme on l'a vu, ou si on peut diminuer ces pulsions qu'on juge de schizophrénie paranoïque, etc. Donc, là-dedans aussi, la question de cet environnement social et politique dans lequel les gens vivent, il est essentiel. Donc ça, c'est peut-être un premier point que je trouve extrêmement important.
dans cet aspect, il est un cas isolé et oui, le fou, de lone wolf, etc. Moi, je trouve que c'est plus si rare comme ça quand tu vois un peu ce qui se passe qui s'est passé ces dernières années dans différents pays européens. Jusqu'à dernièrement à Toulouse. Jusqu'à dernièrement à Toulouse, mais en ce qui concerne la branche Breivik, disons, l'extrême droite, c'est vraiment, si tu fais la liste, c'est vraiment devenu inquiétant. Ce qui se passe par exemple en Allemagne, où tu as eu l'assassinat dans un tribunal à Dresden d'une femme qui portait le voile et qui était insultée par un type d'extrême droite, mais qui l'a tout simplement poignardé dans le tribunal au moment où il devait se présenter en étant inculpé d'agression verbale contre cette femme, jusqu'au moment où tu as eu la bande qui a assassiné une dizaine de citoyens turcs en Allemagne, qui ont été arrêtés en mi-novembre 2011. Deux personnes qui s'appelaient Uwe avec leur prénom et une certaine Clara. Donc, si on veut vraiment la liste, et ça vaut aussi pour la Belgique, et ça vaut en tout cas pour la Grande-Bretagne, pour l'Allemagne, etc., on voit qu'il y a vraiment une liste extrêmement inquiétante d'agressions physiques contre des personnes issues de l'immigration, des chercheurs d'asile, etc. Maintenant, on ne dit pas que tout ça, c'est du terrorisme. On ne veut pas utiliser ce mot pour tous ces attentats de l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'il ne figure pas dans les grandes listes des attentats terroristes, parce que quand il s'agit d'une attaque contre une minorité, alors on parle d'actes racistes, exactement, xénophobes, etc. Mais on ne parle pas d'un attentat terroriste. Quand le cinéaste Van Gogh a été assassiné aux Pays-Bas, on dit que c'est un attentat terroriste. Si on assassine un noir à Londres, en Grande-Bretagne au même moment, on ne va pas dire que c'est un attentat terroriste. Et donc, dans l'imaginaire des gens, terrorisme, c'est lié à la tendance islamo, etc., et à rien d'autre. Et tout le reste, oui, c'est des réactions qui, en fait, se font au nom de la majorité contre une minorité. Et là, on ne parle pas d'attentat terroriste. L'inverse, oui, on le taxe comme étant terroriste. Je trouve que le climat actuel dans lequel on vit, ce qui m'a inquiété, ce qui m'a interpellé pendant ces dernières décennies, c'est la guerre mondiale contre le terrorisme, the Global War on Terror, qui a été déclenchée par George W. Bush en 2001, après les attentats du 11 septembre. Je pense que ce moment-là, c'était vraiment un tournant dans l'histoire. Donc, ça a permis de lancer ce qu'on appelait des preemptive strikes, donc des guerres préemptives, c'est-à-dire sans raison, où on s'octroie le droit d'attaquer un pays sans qu'on a été agressé. Ce qui a donné un effet terrible, non seulement pour les pays en question, parce qu'on parle là des centaines de milliers de victimes, mais cette guerre, comme par exemple contre l'Afghanistan, qui était un des pays les plus arriérés au monde, je trouve que la question de la guerre contre le terrorisme, la guerre mondiale contre le terrorisme, ça a ouvert une porte vers des époques qu'on croyait révolues pour toujours. C'est-à-dire l'époque coloniale, l'époque où tu as vraiment la suprématie de l'Occident qui allait s'imposer dans le Sud. Eh ben, à travers la lutte contre le terrorisme, tout ça est revenu
et de manière extrêmement agressive, de manière avec une violence inouïe. Et ça a eu ses effets sur beaucoup de plans. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, on a assisté à la réintroduction de la torture. Donc vous savez bien qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le monde entier a juré qu'on ne pouvait plus torturer et pour aucune raison. Eh bien, la plus grande démocratie du monde a commencé à mettre ça en question quand il s'agissait des talibans, d'Al-Qaïda, etc. Et donc, ils ont commencé à redéfinir ce que c'était la torture, pour bien sûr avoir la permission de torturer, mais selon des critères qui ne pouvaient soi-disant pas tomber sous la définition d'après la Deuxième Guerre mondiale ou selon les conventions de Genève. On a assisté à des extraditions illégales qui n'étaient pas acceptées, qui n'étaient pas du jamais vu. Donc on kidnappe quelqu'un, on l'accuse de rien du tout, on le met dans une prison qui n'existe officiellement même pas, etc. Donc on est vraiment tombé dans une zone de non-droit où tout était permis au nom de la guerre contre la barbarie qu'on avait vue le 11 septembre, etc. Et donc, cette justification et ce climat politique et social, je pense que l'influence de ça, elle est très, très profonde. Et elle a marqué toute une société, toute une génération. Donc, je pense que la question vous prenez par exemple la question qu'on peut à nouveau tuer quelqu'un sans le donner le droit à un procès équitable. On peut l'abattre avec une missile, on peut envoyer un drone pour le tuer quand il va à la toilette ou n'importe. Et tout ce qui est autour, ça peut exploser. Donc on abat des gens sans procès, sans qu'ils aient eu le droit de se défendre ou quoi que ce soit. Donc tout ce climat de cette violence inouïe et illimitée, où tout est permis, je pense que tout ça crée un climat qui est comme un genre de chape de plomb, qui est au-dessus de l'Occident et dans lequel tu as des dérives qui vont inévitablement se développer. On peut dire que Breivik, c'était un fou et un dérangé et tout ce que vous voulez. Donc, à partir de là, si tu vois ses productions, ça pose encore plus de questions. Donc, il a écrit donc un manifeste qui s'appelle Manifeste pour l'indépendance européenne, où il explique qu'on doit se préparer à une guerre civile européenne qui va se dérouler en 3 phases. Donc, la fin, c'est en 2083. Et donc, dans son manifeste de plus de 1500 pages, écrit en anglais, il va donc développer la stratégie. Je vais vous citer quelques exemples. Donc, par exemple, dans la première phase de sa guerre, il dit qu'il faut éliminer physiquement ceux de la gauche qui ont permis qu'une tendance multiculturaliste, des conceptions multiculturalistes se sont développées en Europe. Il va dire littéralement que si, il dit, nos amis n'avaient pas fait l'erreur de ne pas exécuter 100 000 marxistes après la Deuxième Guerre mondiale, on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc il dit, nous, on ne va pas faire cette erreur-là, on va les trouver, les cibler systématiquement, on va les exterminer. C'est dans ce cadre-là qu'il a fait d'ailleurs l'attaque contre le Parti travailliste en Norvège, qu'il accuse donc d'avoir permis l'ouverture pour accueillir l'immigration, exactement, donc pour trahison.
Donc il dit ne perdons pas trop notre temps en tapant sur un immigré, sur un coin, etc. Et il dit oui, tout ça, c'est très sympathique, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut buter carrément ceux qui ont permis que ça se développe. Et donc ça, c'est une chose. Il dit deuxièmement, dans cette phase, on va poser un ultimatum à l'immigration. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent changer de nom. Ils doivent se convertir au christianisme. Ils ne peuvent pas avoir plus que 2 enfants. Voilà. Et il dit, c'est un ultimatum qui est valable je pense, jusqu'en 2020. Et après, c'est fini. Et ils ne pourront plus pratiquer leur propre langue, ou du moins l'arabe. Ils ne peuvent plus pratiquer leur propre langue ou l'arabe. Et donc, voilà, ça, c'est clair. Donc, il faut effacer leur existence, finalement. Leur identité, exactement. Donc, tout son projet va finir en disant qu'il faut vraiment organiser la déportation de l'immigration, de ceux qui ne se sont pas rangés dans ce schéma-là. Il faut organiser la déportation systématique de tous ceux qui n'ont pas leur place ici, sous les conditions que lui, il a données. Et donc, ça finit aussi par des prises de pouvoir. C'est ça, il veut faire des coups d'État, il me semble, un peu des révolutions colorées. Exactement. Donc il veut vraiment faire des révolutions et des prises de pouvoir, mais qui doivent être préparées longtemps à l'avance. Et donc ça va durer, tout ça, une 70aine d'années quand même. Et donc ce que lui il fait, c'est poser un premier acte dans ce scénario-là, pour inspirer et tracer la voie. Donc il dit pour réveiller l'Europe que cette guerre a commencé et qu'on est déjà plein dedans. Oui. Donc maintenant, vous pouvez dire que ce texte, ce n'est pas rien. C'est un type qui n'a pas écrit, qui n'a rien écrit avant ou très peu, et qui tout d'un coup a réussi à faire un document pareil. Donc la question, bien sûr, se pose, qui l'a aidé? Qui est intervenu là-dedans? Et donc là, c'est des pistes, c'est des choses à creuser, mais dont j'ai peur que ça ne se fasse pas, en le déclarant fou. Donc, mais il y a là un document qui vaut vraiment la peine d'être examiné. Oui, puis lui, il a étudié le commerce, il a fait une école de commerce, et donc pour faire sauter le bâtiment gouvernemental, il a utilisé des dispositifs de chronométrage électronique ainsi que des détonateurs à distance. Bon, puis il a fait un véritable massacre sur l'île. Donc c'est quelqu'un aussi qui, dans le maniement des armes, dispose de... Il a beaucoup d'excellence, je veux dire, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la littérature, ou que ce soit dans le domaine de la... C'est un chevalier, quoi. Je crois qu'il se déclare comme le plus parfait des chevaliers. Le commandant des Templiers, le commandant des Templiers norvégiens. Et donc le commandant de la résistance norvégienne. Mais donc il est comme vous dites, hein, donc il est compétent sur beaucoup de terrains. Donc il a acheté des produits chimiques pour préparer son attentat. Il manie très bien les armes. Malgré tout, il est fou. Et oui, malgré tout, il est fou. Mais je veux dire, ce qui doit nous intéresser, et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre « The Making of », c'est-à-dire c'est la fabrication d'un personnage pareil. C'est-à-dire comment a-t-on fait, comment a-t-on réussi à créer un personnage pareil? C'est ça qui doit nous intéresser, qui doit nous interpeller. Pas en soi la personne, mais comment des éléments différents ont réussi à créer quelque chose comme ça. Et donc c'est ça qui est intéressant, mais c'est ce débat-là qu'on ne veut pas avoir. Et donc moi je pense qu'en le déclarant fou, on ne va pas creuser le fait que je vous garantis qu'en lisant un livre, vous n'êtes pas capable d'abattre quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut encore un entraînement militaire pour être capable de le faire. Comme on voit pour les GIs américains ou pour n'importe. Là, tu vois qu'on entraîne
des personnes à être capables de faire ça. Parce qu'un être humain normal, disons, n'est pas capable de tuer quelqu'un. Donc, surtout pas s'il n'y a pas une légitime défense ou une agression. Donc, vous pouvez vous imaginer d'abattre 77 personnes individuellement, l'un après l'autre, en le poursuivant jusqu'à ce que cette personne soit morte. Donc, il faut... c'est ce qu'un professeur suédois, Ola Thunander, a d'ailleurs souligné, qu'il faut un entraînement militaire pour ça. Et donc, quand on l'isole, quand on dit c'est un lone wolf, on ne va pas justement creuser ça. Et donc, c'est sûr qu'il a été en Biélorussie pour avoir des entraînements, qu'il a eu des contacts avec des fascistes serbes, et donc il fréquentait tous ces milieux-là. Donc là, il a eu un entraînement militaire le permettant à accomplir ce qu'il a accompli. Je trouve que sur la question du personnage de Breivik, je pense que tout le monde dira qu'un type pareil n'est pas normal. Je pense que c'est la pensée de l'opinion publique et je pense que c'est correct. Donc on ne peut pas juger ça normal ou faisant partie de ce qu'on appelle l'humanité. Donc maintenant, sur la question de sa schizophrénie paranoïde, alors il y a différentes critiques d'autres psychiatres sur cette thèse. Donc c'est déjà une chose à souligner quand même. Donc on dit que quelqu'un qui est atteint de ça, en principe c'est déjà pas pour son âge. Deuxièmement, quand on donne cette taxation-là, on dit que c'est souvent des gens qui sont plus capables à quoi que ce soit, qui savent à peine se lever, etc. Tandis que lui, il a dû quand même mettre un plan en action, etc. Donc, il y a des critiques. La critique principale, c'est que les psychiatres qui ont fait ce rapport de plus de 200 pages sur son état psychiatrique et qui va probablement être accepté par le tribunal quand il doit comparaître le 16 avril, c'est qu'ils ne sont pas occupés de la question politique, de son manifeste de 1500 pages, de ces centaines de milliers de mails qu'ils ont su récupérer après coup, qu'il a écrit pendant des années. Là, ils ont dit ça, c'est pas notre terrain. Donc, ils ont fait clairement la séparation entre les deux, ce que je conteste. Dans le sens, je trouve qu'on ne peut pas isoler la personne de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a produit. Et donc, au moins, on pourrait dire, il faut que dans l'analyse, cette réflexion-là, politique, devait être présente, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai étudié un peu ce qu'un psychiatre américain, Terry Kupers, a écrit sur la folie en prison. C'est très intéressant parce que c'est un psychiatre qui a quelques dizaines d'années d'expérience dans les prisons les plus fermées, les plus dures des États-Unis, où il dit une personne qui est normale peut devenir complètement fou en prison à cause de l'environnement qui peut être agressif, où il y a une présence de viol, où il y a une présence de violence, de menaces, etc. Et ça, c'est une chose. Donc, quelqu'un qui est normal, qui vit dans un environnement comme ça, peut devenir fou. Il dit que quelqu'un qui a eu des traumatismes pendant sa jeunesse et qu'on met dans un environnement de prison comme ça, il peut vraiment péter les câbles à cause de ça et il aura besoin de soins psychiatriques de manière très très urgente parce qu'il vit dans un environnement pareil. Il dit par contre, si tu mets quelqu'un avec un traumatisme pareil dans une situation protégée où il y a un environnement agréable, eh ben, cette personne elle va fonctionner normalement. Si j'applique ça sur Breivik en disant qu'il a un traumatisme, qu'il est complètement dérangé, mais en mettant Breivik dans l'environnement d'aujourd'hui, où on lui dit, et il n'a rien inventé, hein,
Donc on a dit tout simplement, la gauche, il faut l'exterminer, et deuxièmement, les Arabes, l'islam, il faut le combattre. Donc ces deux idées-là, tu mets Breivik dans un environnement pareil qui n'arrête pas de répéter ça. Dans les médias notamment. Exactement, et donc c'est des publications, c'est des propos qu'on entend tout le temps à travers justement la question de la guerre contre le terrorisme islamiste, etc. Donc je trouve que la comparaison, elle est pertinente. C'est-à-dire que pour moi, je mets Breivik dans ce que j'appelle la prison de la forteresse Europe, où tu vois des propos sans arrêt, bien sûr contre l'ancien ennemi communiste qui a été battu en 89, mais où on voit toujours, on assiste toujours au processus d'élimination totale de tout ce qui peut sembler d'être social dans l'Europe dans laquelle on vit. En 89, on a connu la fin des régimes socialistes. Et donc, la campagne contre tout ça, je trouve qu'on a vécu vraiment une contre-révolution au niveau de conception, de culture, d'attaque contre tout ce qui était un peu social, hein, parce que tout devait être rejeté, mais alors là, tout. Et donc, on est tombé dans une libéralisation à l'extrême, où on voit d'ailleurs le résultat à travers la crise économique depuis 2008. Mais donc, la jeune génération, elle a grandi là-dedans. Donc, dans ce rejet, dans cette volonté de dire, en tout cas ça, plus jamais, et donc là, on va se débarrasser, et ça, etc. Et de l'autre côté, tu as le nouvel ennemi, c'est-à-dire, ça s'appelle l'islam. Au début, c'était la guerre contre le terrorisme, mais c'est devenu la guerre contre l'islam. Et donc, les communautés d'origine arabo-musulmanes dans nos pays, ils sont devenus un peu le cheval de Troie de l'ennemi qu'on combat en Irak, en Afghanistan, etc. Et ils sont donc ce mélange, ce cocktail d'associer ces communautés au terrorisme, etc. Donc c'est le climat dans lequel on vit. Hein. Donc Breivik, il n'a rien inventé de nouveau. Il a juste mentionné ces deux points-là et c'est tout. Et donc, je trouve que nier ce lien, c'est ça qui est catastrophique, parce que pour moi, c'est permettre que d'autres Breivik surgiront. Je fais partie de la génération de ceux des années 60-70 du siècle passé. On a grandi avec la résistance dans les pays du Sud, qui se sont libérés du colonialisme. On a connu Vietnam, Laos, Cambodge, etc. On a eu toute cette vague en Afrique et en Amérique latine. Eh bien, notre génération, elle a grandi comme ça. Et la question du soutien à la résistance, elle était normale. Elle était acceptée. Elle était dominante aussi au niveau international. Il y a eu la conférence de l'ONU où quelqu'un comme Yasser Arafat, il entrait et était applaudi, et où l'ONU disait oui, le sionisme, c'est une idéologie de racisme, et il faut le condamner. C'était la position de l'ONU jusque dans les années 80. Ce qu'on a connu, c'est un tournant historique où tout ce qui était résistance contre cet ordre mondial injuste était dorénavant taxé d'être terroriste, et donc lié à cette image qui est comme une cicatrice dans nos cerveaux, de ces tours qui s'effondrent et ces avions qui entrent dedans, etc. Donc tout ce qui est résistance est ramené à ça, et on dit oui, Taliban, Al-Qaïda, Hamas, Hezbollah, Iran, résistance n'importe où, c'est tous des terroristes. Et donc, on a vraiment assisté à forcer la pensée des gens dans ce sens-là. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, on invitait des représentants de l'ANC, de l'Afrique du Sud, du PAC ou du Black Consciousness Movement. On les invitait en Europe pour qu'ils témoignent de leur lutte et de leur souffrance et de leur résistance.
Maintenant, tu ne pourrais plus t'imaginer que tu invites un représentant du Hamas, du djihad islamique, du Front populaire pour la Palestine, parce qu'il se trouve sur une liste d'organisations terroristes européennes. Donc, tout ça, c'était inimaginable il y a 20, 30 ans. Et donc, c'est devenu l'arme par excellence par laquelle on peut frapper les résistances dans le monde entier, par ce que j'appelle l'impérialisme de l'Occident, et l'arme aussi qui a permis au régime arabe, des Ben Ali, des Moubarak et autres, pour frapper leur population. Parce que toute résistance, toute opposition était taxée de sympathisants, de terroristes. Ce qui était très bien pour les régimes ici à l'Occident, qui les ont utilisés comme rempart pour se protéger contre le terrorisme, pour rempart contre l'immigration, etc. Donc c'était leurs amis, et qui d'ailleurs les ont livrés des gens, et je maintiens ce que j'ai dit, ils ont livré des personnes pour être torturées là-bas, pour qu'on ne se salisse pas les mains, bien sûr, ici. Mais donc, ça a déclenché un mécanisme diabolique. Et c'est d'autant plus diabolique que c'est aussi les Américains, la CIA plus précisément, qui a soutenu Al-Qaïda en Afghanistan. Oui, c'était en tout cas le début de l'affaire. Maintenant, après, ça s'est retourné contre eux. C'est ce qui peut arriver, bien sûr. Hein. Donc, ils ont joué avec du feu en encourageant toutes sortes d'intégrisme pour abattre leur ennemi principal, et pour battre leur ennemi principal, c'est clair, qui après se sont retournés contre eux. Donc, ce qui n'est pas étonnant, hein, donc, que ça s'est passé. Maintenant, là aussi, il y a des amalgames qui sont faits, hein, parce qu'une résistance d'inspiration islamique n'est pas l'autre, l'un n'est pas l'autre. Donc on ne doit pas dire que la Tunisie, c'est la même chose que Gaza, que l'Égypte, c'est la même chose que la Syrie, etc. Donc il y a des mouvements très précis, très définis, avec une identité propre, qu'on préfère ne pas étudier et qu'on préfère ne pas un peu s'inspirer, mais c'est des mouvements qui valent la peine d'être connus. Et donc, oui, la gauche, elle a été battue, pour moi, en 89, et elle ne s'est pas encore remis de ce coup. Et que les masses se tournent vers ce qui résiste, c'est normal aussi. Je pense que ce qui est intéressant au niveau de la Norvège, c'est que c'était, bien sûr, elle est toujours membre de l'OTAN. Elle participe à la guerre en Afghanistan, etc. Mais en même temps, le Norvège, c'est le pays le plus antisioniste et le plus pro-palestinien de toute l'Alliance. Et donc, ça a été quelque chose qu'Israël n'a jamais accepté, chose contre laquelle ils ont souvent protesté en disant que le Norvège, c'était plutôt une politique antisémite et une politique qui était sympathique par rapport au terrorisme islamique, hein, ou islamiste. Donc, ça, on peut lire ça, on peut trouver ça facilement. Maintenant, cette période de l'attentat, donc c'était une période où le Norvège avait dit qu'ils allaient soutenir le projet d'indépendance de la Palestine, qui était à l'ordre du jour à ce moment-là. Ils l'ont déclaré officiellement. Ils s'en foutaient un peu ce que les autres allaient dire, mais eux, ils disaient « Nous, on est pour ». Le ministre des Affaires étrangères, le jour avant l'attentat de Breivik, a dit que le mur, par exemple, en Palestine, devait être détruit et démoli, et pas demain, mais immédiatement, etc. Donc, ce ministre des Affaires étrangères était dans le camp Utøya, ou le camp des jeunes du Parti travailliste norvégien, le jour avant l'attaque de Breivik. C'est un fait. Et donc, c'est un fait qui est quand même assez remarquable. Je veux quand même dire qu'il
il y a des journalistes sionistes qui ont comparé ce camp d'Utøya à un camp nazi. Donc, littéralement, ils ont dit ce n'est pas étonnant qu'il y a un attentat contre ce camp parce que c'était un camp digne de la genèse hitlérienne, parce qu'avec les slogans contre Israël, pour le boycott, les sympathies pour les terroristes, etc. Donc ils ont écrit ça littéralement, je le cite dans ce petit livre. Donc, vous devez savoir que le Norvège, au moment de l'agression en 2008-2009 contre Gaza, c'était presque la grève générale en Norvège. C'était le seul pays qui était à tel point mobilisé. Donc il y a eu des démonstrations dans quasi toutes les villes. Il y a eu 5 minutes de grève générale, effectivement, dans les grandes villes. Il y a eu une grève des transports publics. Donc, c'était très fort. Et donc, il y a eu différents trucs comme le boycott militaire, le boycott de pétrole, le boycott... donc, il y a eu presque 50% de la population norvégienne qui s'est prononcée pour un boycott culturel avec Israël. Et il y a encore d'autres éléments. Il y a eu des investissements d'Elbit. Exactement. Voilà. Ce fonds de pension où ils ont refusé. Donc, tous ces éléments, ça fait que le Norvège était en tout cas dans la ligne de tir d'Israël, ça c'est clair, donc là il n'y a pas de discussion. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'extrême droite européenne a fait un virage, un tournant historique en s'alliant avec Israël. Donc, ceux qui ont exterminé les Juifs dans les années 30 et 40, donc les prédécesseurs de l'extrême droite d'aujourd'hui, eh bien, maintenant, ce qu'on a vu, c'est qu'ils font l'alliance avec Israël. Pourquoi ? Parce que dans leur conception que c'est la lutte contre l'islamisation de l'Europe, que Israël, c'est la ligne de front. Breivik a dit littéralement qu'Israël a reconquis un terrain sur l'islam avec son territoire. Il ne parle pas seulement de l'expulsion des communautés immigrées de l'Europe, il parle aussi de l'expulsion des Palestiniens d'Israël, etc. Donc il met ça en même temps, c'est un ensemble, c'est le même combat. Donc il y a eu 35 parlementaires de l'extrême droite qui ont visité Israël, qui ont visité les colonies, qui ont dit que les colonies, c'était essentiel, que ce n'était pas une question temporaire, mais que ça faisait partie ça devait faire partie de la politique d'Israël. Donc, il y a eu en Belgique le grand chef du Vlaams Blok, du Vlaams Belang, Philippe de Winter, un des plus grands patrons de l'extrême droite d'aujourd'hui en Europe, c'est Geert Wilders aux Pays-Bas. C'est un admirateur sans fin d'Israël. Et c'est lui, pour moi, qui a fait ce grand tournant. Mais ça va en Autriche, ça marche en Italie, ça marche avec Marine Le Pen qui se dit aussi pro-sioniste, etc. Donc oui, cette visite, par exemple, de ces 35 parlementaires, c'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a plein de choses dans ce monde qui sont en évolution et qu'on ne pouvait pas s'imaginer il y a 20 ans. Donc je pense que les sources d'inspiration de Breivik vont donc bien au-delà de ce qu'on vit pendant ces dernières décennies, qui pour moi n'est qu'un résultat de toute une école de néoconservateurs qui s'est développée aux États-Unis depuis déjà la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui se sont vraiment formés sous des formes de think tank qui inspirent la politique de droite et d'extrême droite des États-Unis dans ce monde, qui a finalement entraîné tout le monde démocratique vers le front de la guerre. Donc c'est ça le constat qu'on fait. Et donc ce qu'on a constaté dans ces écoles
ne faut pas faire la confusion entre les trois, entre choc de civilisation théopolitique et ceux qui luttent contre la décadence et qui veulent un pouvoir unifié. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose pour quand même finalement se rejoindre quelque part. Mais ce qui est important à souligner, c'est qu'au début de leur campagne, de ces think tanks, ce qui était central, c'était la lutte contre le marxisme et contre l'Union soviétique. Donc c'était ça le danger principal. Et pour combattre ce danger, tout était bon. Donc on a utilisé des mouvements intégristes, fondamentalistes, pour justement mettre à genoux leur opposant principal, qui était l'Union soviétique. Ce qui s'est réalisé en 1989, avec la chute du mur de Berlin. Et donc c'est après ça que ça a pris un tournant. L'ennemi numéro un est devenu l'islam et le monde arabo-musulman et plus loin le monde musulman dans sa globalité. Donc c'est ce tournant qui est intéressant, et quand on voit Breivik par exemple, tu vois qu'il rassemble et qu'il unifie tous ces éléments. Donc, d'un côté extrêmement anti-gauche, anti-marxiste, cette tendance-là, et anti-islam à fond. Donc, lui, il concentre un peu tous ces éléments. Et oui, je pense que c'est ça qui est intéressant à creuser. La confusion, elle est à ce point que on vit dans un monde où on ne sait pas très bien quelle guerre on est en train de mener, ni à quel front, ni jusque quand ça va durer. Et donc, ne parlons pas de trêve quelque part. Il y a une guerre mondiale qui est en train de se faire, et finalement, c'est illimité dans l'espace, dans le temps. Donc, ce qui crée clairement une confusion à beaucoup de niveaux. Aussi quant aux perspectives que quant aux sources des choses. Un autre aspect de cette confusion, c'est que, en fonction de tout ça, il y a des législations d'exception qui se mettent en place et qui deviennent de plus en plus pas d'exceptions, mais de règles. Donc on est clairement dans toute une transformation de nos sociétés démocratiques. Et là, il est important effectivement de retourner jusqu'aux sources de ceux qui l'ont inspiré et qui ont amené à cette guerre sans front et sans limite finalement. Donc maintenant il y a différentes écoles, et il faut d'un côté voir que l'un n'est pas l'autre et que donc c'est différent, mais finalement qui se rejoignent aussi. Donc quand on prend cette école de Strauss, là on va découvrir qu'il s'agit donc de se battre contre la décadence dont est victime le monde occidental, en combinant et pas en opposant raison et foi, science et Bible, et finalement en liant, en disant, les États-Unis et Israël. Donc c'est un fond de leur pensée, ce lien entre science et foi, entre États-Unis et Israël. Et pour arriver à ça, tous les moyens sont bons. Et il faut, selon leur dire, donc s'attaquer aux conceptions naïves quant à la démocratie. Il faut surtout instaurer des méthodes fortes qui sont bien sûr faites pour le bien, pour assurer le bien, mais donc liquider contre le mal, et que, en fait, la séparation, par exemple, des pouvoirs, c'est quelque chose qu'ils veulent mettre de côté, pour qu'il y ait une force qui puisse intervenir selon les besoins. Comme on voit par exemple dans le Patriot Act,
c'est ce genre de décision qui met tout de côté et qui intervient directement quant aux droits des citoyens. Quand on parle de la question de l'école, disons, théopolitique, là, il s'agit du fait que le destin d'Israël ou l'établissement d'Israël en tant que terre libérée pour les Juifs, c'est quelque chose qui est ordonné par les prophètes et que tout doit être subordonné à la réalisation de cet objectif. Oui. Il y a l'autre, c'est le choc des civilisations, où de Huntington et de Lewis, qui est d'ailleurs cité régulièrement dans les œuvres de Breivik, et où on voit en fait présenter l'islam comme... non, d'abord que des cultures, ça rejoint les religions, et que l'islam est donc la culture qui est liée, sont en fait inférieurs à ce que nous, on connaît ici à l'Occident. Et donc, indirectement, c'est dire d'un côté que cette culture et cette religion qui se sentent inférieures et qui se les réalisent, qu'elle va utiliser la violence et le terrorisme, et donc que de l'autre côté, il y a une justification d'agression contre ce qu'on appelle cette culture et cette religion inférieure. Plutôt. I had a dream of a world so bright, a place where violence would never see the light. But then I opened my eyes, the dream fades away, all the sadness and lies you see every day.